Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 15 mai, au menu, une séquence diplomatique chargée entre Washington, Pékin, Téhéran, Beyrouth et La Havane. Au Canada, débat sur l'accès des autorités aux données et plusieurs enquêtes qui questionnent la gouvernance et les contrôles publics. Géopolitique à Pékin. Donald Trump et Xi Jinping ont mis en scène une volonté de stabilisation des relations entre les États-Unis et la Chine. Le président chinois a proposé une nouvelle vision, centrée sur le commerce et la collaboration, plutôt que sur la confrontation. Donald Trump a, lui, insisté sur un avenir où lui et Xi seraient unis et ensemble, dans un registre très positif. Mais Xi Jinping a aussi adressé un avertissement direct à Washington sur la question de Taïwan. À la sortie, Donald Trump a surtout mis de l'avant des ententes d'affaires, sans annoncer de gains politiques majeurs. Parmi les éléments avancés, il a parlé d'une importante commande de Boeing et d'une aide chinoise évoquée pour rouvrir le détroit d'Ormuz. À Pékin, les autorités chinoises ont aussi réclamé un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz. Des analystes décrivent toutefois une reprise de dialogue qui laisse intactes des contradictions de fond entre les deux puissances. En Iran, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi accuse Washington d'envoyer des messages contradictoires pendant les échanges diplomatiques. Il affirme que ces signaux compliquent les négociations et alimentent l'incertitude sur les intentions américaines. Téhéran rejette la responsabilité des perturbations dans le détroit d'Ormuz. Abbas Araghchi soutient que le détroit est ouvert aux navires de pays amis, sous condition de coordination avec des responsables iraniens. À Washington, de nouvelles négociations s'ouvrent entre le Liban et Israël, sous médiation américaine. Les deux pays restent officiellement en état de guerre depuis la création d'Israël en 1948. Cette reprise de discussion survient alors que les combats se poursuivent dans l'ombre du conflit avec le Hezbollah. Au sud du Liban, une frappe israélienne a visé une moto dans la localité d'Al-Majadel, selon l'agence nationale libanaise. Au Liban, l'idée même d'une paix avec Israël divise fortement l'opinion. Dans le camp du Hezbollah, toute normalisation avec Israël est présentée comme inacceptable. À La Havane, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a rencontré des responsables cubains, dans une visite rare et politiquement sensible. Cuba présente ces échanges comme une tentative de renforcer le dialogue politique entre les deux pays. Les discussions se déroulent alors que l'île traverse une crise énergétique, marquée par des pannes et un contexte de blocage sur l'approvisionnement en pétrole. Washington maintient des exigences de changements fondamentaux, tout en évoquant une offre d'aide pour atténuer les effets de ce blocage. Cuba dit avoir présenté des éléments visant à montrer que le pays ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale américaine. Dans ce climat de contact discret, Cuba a aussi libéré une autre prisonnière politique, Sisi Abascal Zamora. Cette militante, associée au mouvement des Dames en blanc, a ensuite voyagé vers Miami avec un visa humanitaire du département d'État américain. Canada. À Ottawa, un projet de loi libéral sur la sécurité attire l'attention de grandes entreprises technologiques américaines et de deux. Donc, Comité du Congrès des États-Unis. Le texte vise à faciliter l'accès de la police et des services de renseignement à des informations lors d'enquêtes. Cette proposition devient un nouveau point de friction potentiel dans la relation Canada-États-Unis, sur fond de préoccupations liées aux données. Le débat se cristallise autour de l'équilibre entre efficacité des enquêtes et protection de la vie privée. Les forces armées canadiennes ont réprimandé des militaires qui avaient soulevé des inquiétudes pendant la pandémie de COVID-19. Ces soldats questionnaient un ordre qui visait la surveillance de l'activité en ligne de Canadiens. L'opération s'inscrivait dans le contexte d'Operation Laser, déployée pendant la crise sanitaire. L'affaire met en relief des tensions internes, entre directives opérationnelles et préoccupations éthiques exprimées par du personnel. Au Québec,
Le projet Nemaska Lithium, maintenant lié à Rio Tinto, est critiqué pour des lacunes relevées par la commissaire au développement durable. Rio Tinto affirme que le projet est en phase d'optimisation. Les critiques portent sur la façon dont le projet a été encadré et suivi, plutôt que sur une simple question de calendrier. Le dossier rappelle l'importance des mécanismes de reddition de comptes dans les projets liés aux minéraux stratégiques. Toujours au Québec, le ministère de l'Agriculture a été incapable de détecter un sirop d'érable falsifié lors d'analyses internes. Un microbiologiste du ministère n'avait rien trouvé d'anormal 1 an avant des révélations publiques sur cette falsification. L'épisode soulève des questions sur la robustesse des tests et des contrôles de qualité. Il met aussi une pression sur la crédibilité des mécanismes publics de détection dans une filière emblématique. À Vancouver, une enquête conclut que le maire Ken Sim a contrevenu au code de conduite de la ville. Le rapport retient aussi qu'il a objectivement harcelé le conseiller municipal Sean Orr. L'enquête affirme que Ken Sim a mal utilisé son influence pour attaquer personnellement Sean Orr, peu après l'élection de ce dernier en 2025. Cette conclusion place l'hôtel de ville devant des décisions de gestion et de gouvernance, avec un enjeu direct de climat de travail politique. Seals. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle flambée d'Ebola a causé 65 décès. L'Agence de santé de l'Union africaine fait état d'environ 246 cas liés à cette éclosion. Les autorités sanitaires suivent l'évolution dans une région déjà confrontée à des défis logistiques et de sécurité. Le bilan met en évidence la vitesse de propagation possible lorsque la détection et l'isolement des cas deviennent difficiles. Les équipes de santé doivent aussi gérer la peur et la méfiance, interrompre une grossesse dans le pays. La décision maintient temporairement une disponibilité qui reste au cœur d'un affrontement politique et judiciaire. Pour les cliniques et les patientes, l'enjeu immédiat porte sur la continuité d'accès, sans changement brusque des pratiques. En République démocratique du Congo, Human Rights Watch accuse les rebelles du M23 et l'armée rwandaise d'atrocités à Uvira. L'organisation décrit des meurtres, des viols et des enlèvements pendant une occupation d'1 mois. Les faits rapportés se situent entre la fin de 2025 et le début de 2026, dans l'est du pays. Le dossier alourdit les pressions sur les acteurs armés, dans une zone où les populations civiles restent exposées. Il renforce aussi l'attention internationale sur les responsabilités attribuées au M23 et aux forces rwandaises. En Inde, la guerre impliquant l'Iran met à l'épreuve la diplomatie de multi-alignement revendiquée par New Delhi. L'Inde met en avant des relations équilibrées avec des rivaux du Moyen-Orient. Mais la crise actuelle montre les limites possibles de cette stratégie, quand les partenaires attendent des positions plus nettes. La situation complique les arbitrages indiens entre sécurité énergétique, relations régionales et objectifs diplomatiques. Sur un autre front, le groupe Adani en Inde accepte de payer 18 millions de dollars pour régler une affaire civile de fraude aux États-Unis. Le régulateur américain des marchés accusait les Adani d'avoir versé des pots de vin et d'avoir trompé des investisseurs. Le groupe contestait ces accusations tout en choisissant la voie d'un règlement financier. Cette entente met fin au volet civil, sans effacer l'impact réputationnel d'une procédure menée sur un grand marché financier. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 545 $ américains, en baisse de moins 3,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 78 $ américains, en baisse de moins 10,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 4 519 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,729 $ américains. En Amérique latine, l'affaiblissement du rôle de la Réserve fédérale américaine dans l'architecture financière ouvre davantage la porte à l'euro. La part de la dette émise en euros atteint 12% au premier trimestre, un sommet en 10 ans. Ce mouvement met en évidence
une diversification des sources de financement au-delà du dollar américain. Pour les émetteurs, l'enjeu devient le coût et la stabilité d'un financement libellé en monnaie européenne. Pour les investisseurs, cette hausse de la dette en euros change la composition des portefeuilles exposés à la région. C'était Actu Rémi. À très bientôt.